Le Rassemblement national pendant un bon nombre d'années. Cet acte de justice a dévoilé la phase cachée, que cachait d'ailleurs Marine Le Pen d'elle et de ses adhérents, les menaces de mort qu'ont reçues les juges. Oui. Les menaces de mort qu'ont reçues les juges qui ont jugé cette affaire. C'est inadmissible. Ces juges-là sont sous protection policière pour avoir juste appliqué le droit. Le droit que Marine Le Pen elle-même a fait voter il y a 10 ans, quand elle était députée. Et c'est qui plus est, elle est avocate. Donc elle faisait quand même pas partie du barreau de Paris. Oui. La troisième chose, moi, qui me choque personnellement, c'est que maintenant, ils veulent placer immédiatement Jordan Bardella en termes de dauphin, de sauveur, sauveur de la nation. Le mec, je vais vous le dire, j'ai eu déjà le déplaisir de le rencontrer. Ce mec-là n'a jamais eu une fiche de paye de sa vie. Jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il veut diriger la 6e ou la 7e ou la 8e puissance mondiale. Je ne connais pas les derniers chiffres. Un échange puissant entre Mehdi Guezar et Gamal Abina dans un débat télévisé. Les deux intervenants réagissent au thème. Le visage de l'extrême droite dévoilé. Discours de haine. Manipulation et corruption. Mehdi Guezar dénonce avec force les méthodes de diabolisation et le racisme systémique caché derrière un vernis républicain. Il insiste sur la responsabilité médiatique et politique dans la normalisation de ses discours. Gamal Abina, avec son style posé mais tranchant, démonte la mécanique de la peur et la récupération identitaire de l'extrême droite. Il met en lumière les liens opaques entre certaines figures politiques. Le business de la peur et la corruption institutionnelle. Française, si vous le voulez bien. Messieurs, en France, donc Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a été condamnée à 5 années d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Le couperet est tombé lundi 31 mars. Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans de prison dans 2 fermes sous forme de bracelet électronique et d'une peine donc d'inéligibilité qui ne lui permettra pas de se présenter à l'élection présidentielle, Mehdi. Pour une anti-européenne notoire se faire condamner pour des malversations avec des frais maintenant, à un moment, c'était un peu caché ou c'était un peu diplomatiquement fait ou un peu, voilà, de façon assez propre. Maintenant, il ne se cache même plus. Maintenant, quand tu as des médias qui commandent des sondages qui sont faits par leurs propres médias et qui sont transmis sur leurs propres médias pour influer les téléspectatrices et les téléspectateurs, moi j'appelle ça de la propagande. Personnellement, j'appelle ça, il n'y a pas d'autre mot que ça soit de la propagande. C'est la propagande et la manipulation aussi, parce que les sondages, rappelez-vous, des dernières élections législatives avaient tous prévu la victoire de l'extrême droite, etc. Et tous les sondages, 28 sondages, étaient tous faux. On ne se rappelle pas des 20% d'Éric Zemmour pendant la présidentielle de 2022 alors qu'il a eu 7%. On ne se rappelle pas des 16% de Valérie Pécresse pour les élections présidentielles. Elle n'a même pas fait 5%. En fait, les sondages, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Et je vais vous dire mon simple avis, et ça n'engage que moi-même. Ce qui est très important de savoir, c'est que pour moi, cette condamnation judiciaire a montré le véritable visage que voulait dissimuler le Rassemblement national pendant un bon nombre d'années. Cet acte de justice a dévoilé la phase cachée, que cachait d'ailleurs Marine Le Pen d'elle et de ses adhérents, les menaces de mort qu'ont reçues les juges. Oui. Les menaces de mort qu'ont reçues les juges qui ont jugé cette affaire. C'est inadmissible. Ces juges-là sont sous protection policière pour avoir juste appliqué le droit. Le droit que Marine Le Pen elle-même a fait voter il y a 10 ans, quand elle était députée. Et c'est qui plus est, elle est avocate. Donc elle faisait quand même pas partie du barreau de Paris. Oui. La troisième chose, moi, qui me choque personnellement, c'est que maintenant, ils veulent placer immédiatement Jordan Bardella en termes de dauphin, de sauveur, sauveur de la nation. Le mec, je vais vous le dire, j'ai eu déjà le déplaisir de le rencontrer. Ce mec-là n'a jamais eu une fiche de paye de sa vie. Jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il veut diriger la 6e ou la 7e ou la 8e puissance mondiale. Je ne connais pas les derniers chiffres. Mais c'est juste affligeant. Mais c'est affligeant. Le mec a 30 balais.
Et il veut diriger une puissance nucléaire dans le monde. Et là, personne ne dit rien. Et Non, mais vous en rendez compte? Et C'est juste incroyable. Où est-ce qu'on est arrivé? C'est incroyable à quel niveau de débilité intellectuelle on est arrivé. Un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie une fois, un mois, une semaine, veut diriger une puissance nucléaire européenne. C'est d'une utopie, mais terrible, terrible, terrible. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Le programme. Faisal, il y a eu, avant ça, il y a eu Nicolas Sarkozy aussi qui a été condamné. Oui, mais Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, ils vont partager une chose. Nicolas Sarkozy, ancien président, et Marine Le Pen, c'est le bracelet électronique. Vous voyez, donc, Un bracelet qui va coûter cher. Oui, pendant 2 ans. Je vais aller vers toi aussi, excuse-moi, et je te jure que je te laisse la parole. Nicolas Sarkozy, il y a 15 jours, le procureur a demandé 7 ans de prison. Oui. Réquisitoire. 7 ans. Le procureur a requis 7 ans de prison pour l'affaire de la Libye. Oui, de l'argent. C'est passé, excusez-moi, hein, mais c'est passé sous silence dans les médias mainstream. Alors, je sais très bien les relations qu'a Nicolas Sarkozy avec le groupe Bouygues. Il fait partie du conseil d'administration, le groupe Bolloré, où il a des amis puissants et X et Y, et le groupe LCI, où il a réussi à placer son fils. Mais le groupe... enfin, LCI qui fait partie justement du groupe Bouygues, mais c'est juste affligeant. Vous imaginez que dans un pays, excusez-moi, hein, qui est la 6e ou la 7e puissance, parce que moi des fois je m'en remets pas, moi des fois quand je lis des news, je m'en remets pas. 6e, 7e puissance mondiale, tu as un mec qui est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, où le procureur demande 7 ans de prison. Tu as une dame qui est présidente du premier ou deuxième parti d'opposition français, où il y a 4 ans de prison qui lui ont été signifiés. Pour 2 fermes. Dans 2 fermes, et 2 avec bracelet électronique, et on te parle de Doualem, l'OQTF, et attention, et lui il a dit sur TikTok, et lui il a dit, non mais non, lui c'est un mauvais, il a mal parlé, il a insulté le chat de la voisine. Mais on se réveille? Allô? On se réveille ou pas encore? Le préjudice porté par l'affaire Marine Le Pen est de 4,1 million d'euros. C'est énorme, c'est une somme énorme. Bien sûr, ce qui est curieux, c'est que Marine Le Pen est allée tout de suite après le procès. Et c'est une affaire qui s'étale entre 2004 et 2012. Faut le De rappeler, 2004 et 2012, absolument, par les assistants parlementaires européens qui étaient donc payés. Certains, effectivement. C'est une grosse affaire. Elle est partie tout de suite à la chaîne du groupe Bouygues, d'ailleurs, TF1, pour attaquer la décision de justice, alors que dans les règles de droit, on ne commente pas ce que nous a appris dans les écoles de journalisme. On ne commente pas les décisions de justice. Et malgré ça, et ce qui est le plus curieux, je serai rapide, Nouhed, c'est que cette inéligibilité est dans le programme du Front National, du Rassemblement National. Eux-mêmes ont plaidé pour ça, mais quand ça détouche, ça devient une atteinte à la démocratie, comme l'a évoqué Mati. Très bien, merci messieurs donc pour... Badis voulait parler justement sur rapidement l'affaire Le Pen. Badis, parce que Naliman s'impatiente. Non, mais c'est très important. Non, je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, effectivement, en tout cas le Rassemblement National, d'abord, c'est la représentation de la vraie extrême droite, notamment de la déliquescence, de l'immoralité, notamment de la politique de l'extrême droite, d'une part. D'autre part aussi, c'est un jour noir, puisque, vous savez, c'est pas encore fait Bardella comme Poulain, puisque l'histoire se répète rapidement, Nohad, c'est très important. En 1998, Jean-Marie Le Pen, père, qui a issu au fait 1 an d'inéligibilité notamment, pour les élections parlementaires européennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Mais passer l'empathie hypocrite, et c'est ce qui va se passer. Cette communication, effectivement, cet appel téléphonique, qui, ma foi, était important, stratégique, mais surtout aussi, qui vient peut-être sonner la fin de ces 8 mois de crise, notamment diplomatique, et surtout aussi, je dirais, une véritable feuille de route a été mise en place communément par les deux présidents notamment, et puis surtout aussi un retour à la raison, notamment de la France, pour effectivement finalement écouter la sagesse et la raison de l'Algérie, qui a été à maintes reprises rappelée à l'ordre pour qu'on puisse effectivement mettre en place des fondations saines pour des relations et un dialogue sain. Il est fondamental. Et c'est pourquoi aussi, je dirais, aujourd'hui ce jalon il est enfin désormais le moment ou le temps d'avancer pérennement, mais surtout aussi d'une manière intelligente et sérieuse. Il y a aussi un autre point, je dirais, la diplomatie finalement a été restituée à ses détenteurs légitimes. Donc aujourd'hui, c'est d'égal à égal, c'est d'un président à un autre président, c'est d'un ministre des Affaires étrangères à un autre. Et
par voie de conséquence, j'ai envie de dire, c'est plus fort que moi, c'est que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau notamment, a été, je dirais, ramené à sa véritable dimension et son vrai niveau et ses prérogatives, à savoir un ministre de l'Intérieur de la France et non pas un ministre de l'Intérieur de l'étranger. C'est très important de le rappeler. On va dire les choses, il a été remis à sa place tout simplement. Il a été remis à sa place, le ministre de l'Intérieur a été remis à sa place parce que deux personnes de bonne intelligence ont discuté et ont trouvé des solutions ensemble. Et revenir à la raison entre président de la République, entre les deux présidents de la République, c'était la solution idoine pour arrêter, comme l'a si bien dit notre président de la République, tout ce capharnaüm et tout ce brouhaha qui est diligenté par les médias d'extrême droite et les partis d'extrême droite française. Parce que il faut savoir une chose qui est très importante, et je pense qu'on le sait tous autour de la table, c'est que ça a fait du buzz. L'Algérie, parler de l'Algérie, ça fait des clics, ça fait de l'audimat, c'est vendeur de parler de l'Algérie. Alors, qui plus est, si tu la critiques, c'est encore plus vendeur. Voilà, Badis. Moi, c'est quelque chose que je voulais dire haut et fort parce que maintenant, la raison a repris le dessus. Et c'est ça ce qui est important. Tout à fait. Et un élément fondamental aussi à rappeler en filigrane, c'est que la secte, je l'avais qualifiée la dernière fois de secte, exactement, cette secte anti-Algérie, cette secte anti-apaisement, cette secte anti-normalisation entre les deux pays, aujourd'hui, a été véritablement enterrée et mise à l'écart définitivement. Tout à fait. Moi, je pense, Badis et Mahdi, qu'il y a des... C'est vraiment une secte qu'il y a eu. Effectivement, le mot employé. La diplomatie est revenue à leur véritable détenteur, c'est-à-dire les chefs d'État. C'est le président français qui a appelé donc, le président algérien à l'occasion de l'Aïd. C'était aussi une occasion de relancer le partenariat renouvelé, la déclaration d'Alger de août 2022. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, des Affaires de l'Europe viendra à Alger, comme l'a souligné Nouhed, pour justement acter cette relance. Et vous aurez noté, Mahdi Badis, qu'il y a 3 points qui ont été, le communiqué officiel a contenu au moins 3 points très importants. D'abord, la coopération sécuritaire, qui a été à l'arrêt, et c'est très important parce que la coopération sécuritaire sous-entend la coordination entre les services secrets, les services de police, de gendarmerie, sur les questions notamment de lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est plutôt la partie française qui était perdante, parce qu'on connaît bien que nos services sont très efficaces en la matière, et donc c'est une coopération qui a été rétablie. Le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est la coopération judiciaire, et Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice français, viendra bientôt après la visite de son homologue des Affaires étrangères pour justement relancer ce dossier, parce que l'Algérie a fait des demandes, a envoyé des commissions rogatoires sur plusieurs dossiers, notamment de personnes qui sont poursuivies en Algérie pour des actes de terrorisme, pour atteinte à la sûreté de l'État, etc. Elle attendait un retour de la part de la partie française, un retour qui n'a pas eu lieu. Et le troisième dossier, et là on note effectivement la mise à l'écart de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est la question migratoire, qui sera donc prise en charge par la diplomatie, pas par le ministre de l'Intérieur français, qui du reste a fait des déclarations un peu pour occuper le terrain, pour dire qu'il a gagné, alors que c'est le principal pardon de sa campagne haineuse menée contre l'Algérie depuis plusieurs mois. Et donc ces 3 dossiers, je pense qu'ils sont très importants: sécurité, justice, mais également investissement, parce que les deux parties ont évoqué la nécessité de relancer l'investissement. Bien sûr, on parlera tout à l'heure, Nouhed, des questions qui sont liées à la mémoire avec la commission mixte des historiens qui doit se réunir bientôt à Paris pour la 6e session. Gamal, est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable volonté politique de dépasser cette crise entre Alger et Paris ? Je pense que cette volonté politique, elle existe depuis 2017. Monsieur Macron est arrivé en Algérie avec un discours très fort sur le fait de dire qu'il y a eu, effectivement, on le sait tous, un crime contre l'humanité, ce qui est un terme très fort. C'est marqué dans le temps, 45, Nuremberg, on sait ce que ça veut dire. Mais surtout, c'est pas un enfant de la colonisation, c'est pas l'enfant du colonialisme, c'est pas l'enfant de la guerre d'Algérie. C'est un homme qui voulait dépasser cela. Et en même temps, il y a des conseillers retour qui donnent de mauvaises idées. Et il y a eu quelques dérapages, c'est vrai, de la part de M. Macron, parce que manifestement, il y a des personnes qui poussent de droite et de gauche. Aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsque le président algérien dit « nous ne pouvons pas parler », alors moi j'utilise un terme très fort, mais on ne parle pas aux larbins, on parle à ceux qui décident. En 5e République, c'est le président et son ambassadeur des Affaires étrangères, c'est lui qui parle pour le président. En aucun cas un ministre de l'Intérieur qui n'est pas un ministre de l'Extérieur. Et donc quand il parle comme cela, il dit il faut ramener un petit peu de raison gardée comme on dit. Et à côté de ça, on a un monsieur, bon, je n'ai même pas envie de donner son nom tellement il n'est pas intéressant, il faudra le dire, monsieur Retailleau, qui essaie de se gargariser, c'était dit à l'instant, par le fait qu'il aurait gagné quelque chose. C'est pas vrai, il n'a rien gagné du tout, il a été désavoué.
C'est une humiliation d'État. Pourquoi? Parce que lui, il était en train de mettre dans la balance sa démission. Il ne démissionne pas, parce que s'il démissionne, il n'est plus rien. Voilà, alors, il a été désavoué, mais ça ne l'a pas empêché de parler encore dans d'autres médias mais français. c'est intéressant parce qu'il parle en tant que perdant, pas en tant que gagnant. Il dit, juste important, il dit quoi en tant que perdant? J'ai obtenu ce que j'ai demandé. Il n'a rien obtenu. C'est pas lui qui l'obtient, parce que ça a été dit à l'instant par Faisal, c'est le ministre de la Justice qui vient, plus lui. Lui, il ne peut pas venir. Oui. Alors que c'est sa prérogative. Ensuite, il dit, j'ai gagné, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est humiliant. Il a prétendu, et c'est là, j'ai dit il y a quoi, 2 semaines, que c'est un menteur. Il prétendait qu'il avait l'assentiment du président, ce qui n'est pas vrai. Le président de la République, il a un besoin d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie, parce qu'il sait que la profondeur naturelle, sur le plan économique, je parle, de la France, sur le plan économique, pour sauver son économie, c'est la plateforme nord-africaine et l'Algérie. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de raisons. Mais moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que non seulement M. Rotaillot, que je qualifie d'homme d'extrême droite, ou de droite dure, on choisir ces termes, est désavoué, mais en plus, toute l'extrême droite, actuellement, on en parlera plus tard, est en train de s'effondrer. Oui. Donc le courant radical, raciste, et les anciens de l'Algérie française, tous ces radicaux sont en train de montrer qu'ils ne pèsent pas lourd face à la réalité politique. La réalité politique l'a emporté. Donc aujourd'hui, on peut se gargariser de 2 choses. On a un président qui était clairvoyant et qui n'est pas du tout rentré dans le jeu de la violence verbale, jamais. Il faut le rappeler. On a un président français qui, en bon an, mal an, a compris que son intérêt n'était certainement pas de faire la surenchère. Et il l'a dit plusieurs fois. À chacune de ses déclarations, il a pesé les pour et les contre, il a amené un petit peu de raison et il a rappelé que c'était lui qui dirigeait. Aujourd'hui, on ne parle plus des accords 68 parce que c'était quelque chose qui était démonétisé. On ne parle plus de ses obsessions sécuritaires parce que la France a besoin de sécurité au sud de la Méditerranée en collaboration avec l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier, qui est le poids lourd. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une raison qui est de retour. Et je pense, et j'espère, je ne vous le cache pas, parce que nous, les Algériens, les Franco-Algériens que nous sommes, on est pris en otage quelque part. S'il y a une tension, c'est nous qui prenons les premiers coups. On l'a vu dans le voyage, il y a eu quelques petites intimidations. Eh bien, tout ça doit être réglé sur le terrain politique et sur le terrain, effectivement, de la mémoire et sur le terrain, effectivement, de la demande officielle de pardon. Alors, tout ça doit être réglé donc par le dialogue. Les 2 présidents l'ont bien dit. Mais Badi, je reviens vers vous. On se doute bien que ce réchauffement des relations ne plaît pas à tout le monde, notamment à l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sorte de sabotage? Écoutez, ou est-ce qu'on peut s'y attendre? Quelques jours en arrière, je vous aurais dit oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite pense plus à sauver le soldat Le Pen. D'une part. D'autre part, absolument. Et je pense que pire que cela, c'est que le Rassemblement national, l'extrême droite, les promoteurs justement de l'antinormalisation avec l'Algérie, aujourd'hui sont plus soucieux de sauver aussi l'idéologie, le parti politique lui-même, le Rassemblement national. On en reparlera un peu plus tard, effectivement, puisque l'histoire se répète avec Le Pen, le père. Jean-Marie Le Pen. Donc, il me semble que, oui, ils vont peut-être essayer de jouer les troubles faits comme ils ont pu le faire, mais je pense qu'à moindre mal et puis surtout à moindre niveau. C'est-à-dire que d'une manière très marginale, on va dire, puisque encore une fois, je pense que Rotaillot, dans l'absolu, au-delà qu'il soit écarté, au-delà qu'il soit mis hors d'état de nuire, ce pyromane qui effectivement a cessé d'ailleurs de confondre entre la préparation de son rassemblement, son congrès notamment du 17 mai pour être élu à la présidence du Parti des Républicains, qui est un petit parti d'ailleurs qui ne représente que quasi 5 ou 6% de l'électorat et qui est en perdition, et avec bien évidemment les affaires et les relations bilatérales avec l'Algérie. Donc je pense que cette confusion aujourd'hui, cette pyromanie a fait de lui effectivement le premier fusible qui saute finalement, puisque vous savez, les relations bilatérales entre les pays, qui plus est des pays qui ont une histoire commune, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est dramatique, elle est tragique, mais aussi qui partagent un présent et un futur, parfois incarné aussi par ce dénominateur commun qui est la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en France, c'est un fait. C'est-à-dire on ne peut pas renier, on ne peut pas être dans le déni. Donc ces relations, tôt ou tard, seront amenées à revenir à la normale. Et d'ailleurs, le président, je pense Macron, a reconsidéré, puisque ça a pris 8 mois quand même pour sonner la fin de la cour de la récréation, a reconsidéré aussi la place de l'Algérie, notamment aujourd'hui en acteur pivot dans l'équation géopolitique. Il faut rappeler un élément fondamental aussi, c'est que la France connaît une crise diplomatique en Afrique. Donc un allié comme l'Algérie, un allié de taille, un allié vraiment fiable, un allié qui est aussi au service de la paix, au service de la stabilité, et ça a été évoqué par Faisal tout à l'heure par rapport à cette coopération sécuritaire, l'Algérie est incontournable dans cette équation. Donc il me semble aujourd'hui effectivement que ces faiseurs de troubles, notamment qui sont à l'extrême droite, ne sauront apporter, comme ils ont pu le faire peut-être les mois précédents, ne serait-ce qu'un là, ou ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'un poids dans cette équation qui est déjà destinée à aller de l'avant, puisque, encore une fois, c'est dans la continuité de cette feuille de route voulue par les 2 présidents.
Je vais continuer sur ce que dit Badis, qui est très pertinent. Moi, je pense que Bruno Retailleau a trouvé un mur en face de lui. Il s'attendait très certainement à tomber sur un gouvernement de béni oui-oui, où on allait lui dire oyez, oyez, faites ce que vous voulez, ici vous êtes chez vous. Et il a trouvé un homme, il a trouvé des hommes, il a trouvé un gouvernement bien solide, il a trouvé des institutions fortes, et il a surtout trouvé le soutien du peuple à son président. Et ils l'ont dit sur plusieurs plateaux de télévision, des médias qui sont dirigés par des partis d'extrême droite. Toutes les personnes, tous les consultants, tous les pseudo-politologues étaient choqués par le soutien du président de la République, Abdelmajid Tebboune, par rapport à sa ligne conductrice. Pour eux, c'était impossible qu'il ait un tel engouement derrière ce qu'il prenait et les décisions qu'il prenait. Donc ça, il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à ce que le peuple soit debout comme un seul homme derrière le président de la République. Et je pense que la baffe, elle a été là, la grande baffe, elle a été là, c'est qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Quand vous voyez le traitement qu'on a subi pendant plusieurs mois, alors en Algérie, pas plus que ça, parce que voilà, mais des Algériens qui habitent en France, et là il y en a en l'occurrence 3 sur le plateau, le traitement médiatique permanent avec le bashing algérien qu'on a subi, qui était dirigé par des partis d'extrême droite, qui était dirigé par des chaînes d'extrême droite, c'était délirant. On était dans un délire complet. Et que la fin de la récréation, comme l'a si bien dit Badis, a été sifflée par les 2 présidents de la République en disant bon, maintenant c'est plus une affaire de gamins, c'est les hommes qui vont parler et c'est les personnes qui sont en responsabilité qui vont parler. Ben, ça remet tout le monde à sa place. Et ça a vraiment remis tout le monde à sa place pour moi. Mais le président Abdelmajid Tebboune, à 2 reprises, a fait appel au président Macron. L'interview avec le journal Opinion et l'interview aussi accordée à la presse nationale, c'était très clair. Le brouhaha et le cafarnaum. Absolument. Le chef d'État parle avec un chef d'État et la raison d'État ne dépasse parfois les ambitions personnelles, aussi petites que celles de Bruno Retailleau qu'il voudrait être. Les ambitions personnelles, Faisal, excuse-moi. C'est de prendre... il faut se dire les choses. On est sur l'hebdo show algérien. On casse les codes sur ce plateau-là. Les ambitions personnelles de Bruno Retailleau, c'est d'être président d'un parti qui a fait moins de 5% aux dernières élections présidentielles. Donc, excusez-moi, hein, c'est juste scandaleux. C'est minime. Ça n'a aucune importance. C'est les 4%, les 5%, les Zemmour, les Ciotti, les Retailleau, etc. Mais il faut noter qu'il y a quand même, peut-être, je ne vais pas être d'accord avec Badis, il y a eu des tentatives de torpillage de ce rapprochement. Parce que le Sénat français, rappelez-vous, le même jour, je pense le lendemain de la communication téléphonique entre les 2 chefs d'État, il a invité une personne connue, poursuivie en Algérie pour d'une organisation terroriste. Quel est le message qui est envoyé par le Sénat français? Alors, le Sénat qui représente quand même la population française. Ça veut dire que je pense que les tentatives de sabotage de ce rapprochement vont se poursuivre peut-être à un niveau bas, pas élevé, parce que le président français et ceux qui le conseillent ont compris que l'extrême droite française, avec son discours de haine et son discours de docilité à l'égard d'Algérie, commence à menacer les intérêts supérieurs de la France, les intérêts économiques, stratégiques, sécuritaires aussi, parce que la coopération sécuritaire est très importante. Et donc, le rappel à l'ordre est important. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2027, parce que Badis a parlé de Marine Le Pen, qui a été condamnée et qui n'a pas le droit d'être élue pendant 5 ans pour détournement de fonds publics. Et en l'état, l'extrême droite française, c'est des spécialistes de détournement de public. Ce qu'a dit Faisal, c'est très important. Parce que malheureusement, en France, on a un environnement, un écosystème politique qui est assez malsain. La gauche n'a jamais fait d'effort pour se rapprocher de l'Algérie. Il faut être très clair, on ne va pas se raconter l'histoire, il n'y a jamais eu d'effort. La droite était celle... La gauche caviar. Oui, la gauche PS. Oui, on s'entend bien PS. La gauche caviar. PS, c'est pour ça que je parle de la gauche et je cible le PS. Parti socialiste. Que de Mitterrand, toute la clique qui est arrivée après. Alors, ce qui se passe, c'est que la droite a toujours fait plus d'efforts. On parle de De Gaulle qui n'est pas de gauche, hein, d'accord, qui a lâché l'Algérie, mais surtout, enfin qui a lâché l'Algérie, qui a reconnu sa défaite, mais surtout la droite de Chirac, donc c'est du gaulo-chiracisme, il y a un continuum historique. Celui qui avait le mieux compris la relation spéciale de l'Algérie. Tout à fait. Et bien quand Chirac arrive en Algérie, c'est une célébration, parce qu'on sait que c'est un homme. Il a été bien accueilli. Voilà, c'est un homme sérieux. On parle avec quelqu'un qui est un chef d'État, parce que les chefs d'État ça manque aujourd'hui. Et immédiatement après, quelques mois après, les lois ignobles sur les lois Meurier en l'occurrence, sur les bienfaits de la colonisation de l'Algérie. Ouais. On va dire simplement que là, on a
immédiatement dans son parti, hein, c'est pas la gauche qui fait ça, c'est son parti qui s'abonne la planche. Ensuite, là c'est pareil, avec M. Macron, il fait plusieurs pas, et au sein de son mouvement politique, c'est un mouvement d'un agrégat de partis, de gauche comme de droite, eh bien les gens qui vont taper par derrière. À chaque fois qu'il fait un pas en avant... du lobbying. Oui, mais j'entends bien, mais on voit bien que dans la droite, il y a toujours une méthode de frapper par derrière pour empêcher la relation entre l'Algérie et la France, parce qu'il y a des revanchards qui veulent absolument se positionner contre l'Algérie. Je te jure, ce n'est même pas une question de revanchard pour la plupart du temps. C'est juste du lobbying. Ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui ne sont pas là pour l'histoire ou qui ne sont pas là pour les intérêts des pays. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ils n'ont ni foi ni loi. Ils sont dictés par leur poche et leur argent. Combien de députés, combien de sénateurs, combien de politiques ont été attrapés la main dans le sac, où ils prônaient, où ils donnaient des textes de loi, où ils défendaient des textes de loi dont ils n'avaient aucune connaissance, ni croyaient, ni Adam. C'était juste pour une partie financière. Ne fais pas l'économie du caractère politique. Il y a aussi des gens qui sont les revanchards, des anciens l'Algérie française, il y en a, mais après, ceux-là, ils sont dans une marge dogmatique. On va continuer à parler de tout ça, messieurs. Le dossier de l'histoire et de la mémoire a été justement au centre de cet entretien téléphonique entre les deux présidents, donc Macron et Tebboune. La commission mixte d'historiens algériens et français, vous le disiez Faisal, va reprendre du service. On rappelle qu'elle a été créée en 2022 à l'initiative des deux présidents. Est-ce qu'on peut, Faisal, espérer une avancée des travaux concernant ce dossier ? Mémoriel, est-ce qu'on peut peut-être espérer la restitution des archives que l'Algérie je pense que cette commission doit passer aux choses sérieuses, parce que c'est vrai que ça a été créé à la faveur de la visite du président Macron en août 2022, commission d'historiens composée d'historiens algériens et français, présidée côté algérien par M. Hassan Zridi, et côté français par l'historien Benjamin Astora. Et il y a eu déjà 5 sessions de travail à Paris, à Constantine et à Alger, et la dernière remonte à mai 2024. Donc la prochaine aura lieu à Paris. Là, M. Zridi, qui est donc historien, qui est président donc de la commission et qui a déclaré dans une interview récente qu'il y a eu quand même 300 historiens algériens qui ont contribué, qui aident cette commission pour réclamer beaucoup de choses, parce que la France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, et durant cette période, il y a eu des crimes, il y a eu des spoliations, des pillages, etc. Le premier dossier qui sera proposé par la commission, c'est le dossier des archives. Il y a eu ces 20 dernières années, plusieurs groupes mixtes qui ont travaillé sur la question des archives, la restitution des biens culturels et d'autres biens, mais ces dossiers n'ont jamais avancé. Parce que la partie française a toujours avancé des contraintes juridiques. Et d'ailleurs, M. Zridi a appelé à ce que ces contraintes juridiques soient dépassées en évoquant la question des archives de souveraineté. Parce que la France considère que les archives qui sont à son niveau sont des archives de souveraineté, même pillées durant la période coloniale. Parce que quand les forces françaises sont entrées en Algérie, notamment Alger et Constantine, ils ont pillé les palais des Beys à Alger et du Dey plutôt à Alger, du Bey à Constantine. Ils ont pillé tous ce qu'ils ont trouvé. Il y a eu des pillages de biens culturels, beaucoup de choses. Là, M. Zridi, dans sa déclaration, il dit que nous irons à Paris pour récupérer et restituer les archives et les documents restés en France. Ça, c'est le premier dossier, parce qu'il y a plein d'autres dossiers, notamment, par exemple, les épées appartenant à l'Emir Abdelkader, qui sont toujours détenus par la France. Les épées, les canons, le burnous, etc. Et bien sûr, ça, c'est la restitution, parce qu'il y a l'autre partie, c'est la reconnaissance par rapport aux disparitions durant la guerre de libération nationale, la question le nettoyage des sites nucléaires et les sites des explosions nucléaires dans le sud algérien et les essais chimiques qui n'ont jamais été réglés, la récupération des cartes de ces sites. Enfin, c'est un dossier qui est énorme et donc j'espère très lourd, et j'espère que cette commission va pouvoir avancer, parce que les 5 premières sessions c'était juste que des échauffements seulement, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé dans ce dossier. Est-ce que vous pensez que la France pourrait cette fois-ci reconnaître les crimes commis par la France coloniale ? Tout dépendra du sérieux qu'elle accordera à cette commission. Effectivement, ce que disait Faisal tout à l'heure, cette commission mixte, elle se doit d'abord de prendre son envol, surtout aussi d'aller vers le sérieux, vers le travail de fond qui a été attendu. Côté algérien, effectivement, elle n'a cessé de donner notamment cette volonté, qu'elle soit politique, mais surtout aussi populaire, puisqu'il est question aussi de regarder l'histoire en face, ce projet colonial, et que la France se doit aussi de le regarder pour l'assumer. Encore une fois, et qu'il y ait cette, je dirais pas tourner la page, mais cette réconciliation historique, pour qu'on permette aussi de voir l'avenir
sereinement. Et c'est pourquoi c'est important aujourd'hui que cette commission, encore une fois, même si elle est accréditée de la confiance des deux présidents, mais il faut qu'elle soit dépolitisée, il faut qu'elle soit, notamment avec Benjamin Stora, qui d'ailleurs à la tête de cette commission, qui est d'ailleurs quelqu'un de très objectif, qui est quelqu'un de très structuré, très méthodique, mais surtout aussi un historien comme on n'en fait plus. Donc c'est quelqu'un qui est prêt effectivement à dire les choses telles qu'elles sont, d'une manière crue, pour qu'effectivement on arrive à avancer et éviter ce que je disais la dernière fois, cette politique des petits pas. Donc il est fondamental aujourd'hui que cette commission ait tout l'espace adéquat pour le faire et aussi tous les leviers pour le faire. Et ça a été évoqué avec un des enjeux, je dirais, stratégiques, c'est les archives et l'accès aux archives. Donc ça permettra aussi d'ouvrir des livres, ouvrir justement ces informations très stratégiques et très cruciales, notamment pour l'avancement d'une manière, je dirais, sérieuse et surtout aussi effective de cette commission. Mais j'aimerais juste conclure peut-être avec un petit mot. Vous savez, on est en train de discuter effectivement de ce réchauffement, de ce dialogue qui a été relancé. Il ne faut pas oublier un point important de mon point de vue, c'est que l'Algérie nouvelle aujourd'hui, on reconsidère cette Algérie. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'Algérie nouvelle, et ça a été dit tout à l'heure, d'abord est dotée par des institutions légitimes, souveraines. Et forte. Et renouvelées en plus, et qui sont représentatives du peuple algérien. Donc c'est... Contrairement à certaines puissances occidentales. Elle est dotée aussi d'un président, je dirais, indépendant, élu, et surtout aussi légitime. Donc qui représente aussi la volonté du peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il évoque la question mémorielle, il parle du peuple, parce que c'est une responsabilité qui lui incombe, et il mesure cette responsabilité. C'est pourquoi d'ailleurs, il met un point d'orgue sur cette question, parce que c'est une revendication populaire. Absolument. Nul besoin de parler d'avenir ou de présent, même si on n'évoque pas le passé, et on tourne la page justement de ces vieux démons, notamment celui du projet colonial de la France. Et enfin, pour finir, vous savez, l'Algérie, avec ou sans la France, continuera son essor, son développement. L'Algérie continuera aussi à diversifier ses partenariats renouvelés avec tous les pays, puisque avec cette diplomatie équidistante, c'est ce qui fait sa force aussi, et son intelligence. Donc l'Algérie aujourd'hui, c'est plutôt à la France, effectivement, de prendre le train. C'est à la France aussi, aujourd'hui, de reconsidérer sa relation pour qu'elle soit à la hauteur, notamment, des deux peuples, à la hauteur des deux États. Et comme l'avait si bien dit le Président de la République, c'est une relation d'État à État que nous avons aujourd'hui. Et il n'y a plus de levier de pression, notamment sur l'Algérie nouvelle, puisque c'est une Algérie souveraine, indépendante, légitime, et qui est l'extension et l'émanation même de son peuple. Et on rappelle, messieurs, que ce dialogue d'égal à égal sera acté dès demain avec la visite de Jean-Noël Barrot, donc ministre des Affaires étrangères, qui est attendu à Alger. On revient dans quelques instants.